Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la circoncision avec 2 livres. Tout à l'heure, nous recevrons une personne qui nous parlera des aspects contemporains et familiaux de la circoncision. Et pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Manon qui nous propose un livre extrêmement savant sur la circoncision des origines à nos jours. Donc c'est une sorte d'historique et en même temps de recherche anthropologique. Alors faisons un peu l'historique de la circoncision avant de parler de ses diverses significations. Alors tout d'abord, quelle est l'origine de la circoncision, ou du moins à quel moment trouve-t-on des circoncisions, parce que c'est un phénomène qui est plus ou moins planétaire. Oui, c'est un phénomène partagé dans la plupart des cultures, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie. Donc c'est un rite qui est partagé, qui a différentes significations, évidemment, mais elles sont toutes complémentaires et elles ne s'excluent pas l'une l'autre. C'est ce qui est très intéressant. Alors, ce qui est quand même important et intéressant ici, c'est que c'est un rite qui évidemment a des significations religieuses profondes, mais ce ne sont pas les premières motivations. Le monothéiste qui lit la Bible voit que Dieu a demandé à Abraham de se circoncire, et depuis, les Juifs sont circoncis, les musulmans également. Mais on voit bien qu'avant que Dieu ait donné cet ordre à Abraham, la circoncision a existé, non pas par un ordre d'un Dieu, bien que ça ait un rapport profond avec les dieux, mais la circoncision a existé pratiquement sur toute la planète. Est-ce qu'on peut dire, vous pouvez nous donner des exemples géographiques? On peut en tout cas, bien sûr, en Afrique. Oui, d'accord, mais plus précis, les îles Fidji, l'Australie. Madagascar, la Malaisie. Est-ce qu'il y a des pays où il n'existe pas la circoncision? La question est que si ça n'existe pas, il y a des rites qui y ressemblent. Un peu comme la pratique des étupéniens, par exemple. Oui, parlez-nous des étupéniens. Qui est une forme de circoncision à l'envers. Expliquez-nous ce que c'est. Les étupéniens, ce sont des tubes en cuir, oui, ou en cuir ou en bois, en écorce, qui sont portés au bout des pénis des garçons à l'adolescence. Comme une sorte de cache-sexe. Oui. Mais c'est pas vraiment un cache-sexe parce que c'est une forme de circoncision sans circoncision. Ah oui. Voilà. Et en cas de deuil, par exemple du père, la coutume est d'aller ensuite, pour les adolescents ou les fils, jeter l'étupénien à la rivière. Et Lévi-Strauss le disait très très bien, on est dans une circoncision à l'envers. C'est-à-dire, il y a des sociétés dans lesquelles on circoncie le garçon, il y a d'autres dans lesquelles on enferme le prépuce. Tout à fait. Donc tout est une affaire de prépuce finalement. Alors, tout dépend aussi des régions. Il y a des régions où le prépuce a une importance, ça peut être le cœur, la source de l'invulnérabilité de la personne, surtout en Afrique, et souvent le prépuce est caché, est gardé dans un sac précieusement et ensuite porté quand on va à la guerre. Donc il a une signification. Mais c'est vrai qu'au Proche-Orient ancien, là où quand même la circoncision a pris le plus d'importance, et qui est peut-être d'ailleurs à la source de la pensée monothéiste. Peut-être que le rite lui-même a influencé l'édification d'une pensée monothéiste. Dans cette région-là, ce n'est pas le prépuce qui est important, évidemment, c'est le sang. C'est un rite sanglant, donc nous sommes déjà dans un rite de serment, un pacte avec les puissances surnaturelles ou avec le Dieu. Et il est évident qu'il y a des raisons claires pour lesquelles ce rite s'est construit autour de l'agriculture, et donc avec le rapport à la terre. Oui. Alors, dans votre livre, vous dégagez à la fois l'historique de la circoncision, et puis aussi ses diverses significations auxquelles vous venez de faire allusion. Quelles sont les plus anciennes traces de circoncision qu'on trouve dans l'histoire et dans la géographie? Alors, on a découvert des statuettes dans les régions syriennes de personnages, de guerriers circoncis. C'était il y a 3000 ans avant l'ère courante. On a aussi au XVe siècle des bas-reliefs qui montrent des prisonniers circoncis ou des Hébreux, peut-être Hébreux, empalés à Ninive. On a trouvé ces bas-reliefs, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire du tout que la circoncision était pratiquée chez les Assyriens. Mais par contre, les prisonniers étaient montrés circoncis. Est-ce que c'était une forme de castration? Non. Alors, on n'est pas du tout dans la castration atténuée. Je sais que ça a été un peu la mode. C'était une thèse. C'était une thèse. Au contraire, je crois que la circoncision est le contraire de la castration, puisque au départ, il est probable que ce soit l'expression de la fertilité du garçon. Vous voulez dire que c'était une forme d'ouverture de son sexe pour être sûr qu'il puisse engendrer
Ça a un rapport avec les rites de fécondité de la terre aussi, auquel vous avez fait allusion. Mais tout d'abord, la circoncision serait un rite de fertilité dans votre esprit? Oui, je le crois. Je crois que avant d'être un acte religieux. Ou même un serment, parce que ça peut être aussi un serment. Ça, c'est un troisième aspect. Voilà, il y a beaucoup d'aspects passionnants. On va en parler. Mais le premier aspect... Fertilité. Ouvrir le sexe pour permettre Ou faire couler à l'homme son premier sang, comme la femme a son premier sang, qui lui permet à elle d'être fertile. L'homme aussi, s'il veut pouvoir procréer, eh ben, il faut qu'il ait son premier sang. Oui. Donc ce premier sang passe peut-être par la circoncision. Et dans votre livre, vous insistez beaucoup, et à juste titre, me semble-t-il, sur cette histoire du sang. Que circoncire, c'est d'abord faire couler du sang. D'ailleurs, c'est tellement vrai que dans le rite juif, si on circoncit quelqu'un sans faire couler du sang, ce qui est assez difficile, eh bien, ce n'est pas considéré comme une vraie circoncision, à tel point que quand des gens font des circoncisions chirurgicales où il n'y a pas émission de sang, on doit ensuite, avec une petite aiguille, faire couler un peu de sang pour que ce soit une vraie circoncision juive. Donc, la circoncision, c'est un rite de sang. Alors, qu'est-ce que ça signifie que c'est un rite de sang? Vous avez fait une allusion au serment. En réalité, faire couler le sang dans les sociétés anciennes, c'était une manière d'alliance ou de promesse, en tout cas de serment. En tout cas, c'est un serment qui engage, c'est un pacte. On est dans la Méditerranée dans un système de pensée qui s'organise autour d'un culte qu'on appelle dactylophalique. C'est-à-dire qu'il y a le culte du pénis, entre guillemets culte, parce que ce n'est pas un culte du pénis lui-même, et l'importance que l'on donne aussi au doigt et au pouce, qui est le siège de la virilité. Quand il y a serment, on fait couler le sang du pouce. Oui. Souvent, dans certaines sociétés, d'ailleurs, on parle de frères de sang. Tout à fait. C'est pas par hasard, c'est parce que deux personnes qui faisaient une alliance mélangeaient leur sang. Tout à fait. Mais à partir du moment où on fait couler le sang de son pénis, parce que au début de ma recherche, la question que je posais, c'est pourquoi fait-on couler du sang de cet endroit-là et pas d'ailleurs? C'est ça. Il semblerait que le pouce, quand on le fait saigner, n'engage que sa propre personne. À partir du moment où on fait saigner son pénis, on engage sa descendance. Et donc on est dans un autre type de serment. Oui, qui est justement une forme de serment, parce que ça veut dire... D'ailleurs, c'est ce que vous avez écrit très intéressant, parce que ça correspond exactement à ce qui se passe dans la Bible, où on voit Abraham ou Isaac contracter des alliances avec des gens, et chaque fois qu'ils contractent une alliance, ils disent « et pour mon fils » et pour mon petit-fils. Autrement dit, un serment dans la Bible, ça n'engage pas que moi. Et ils passent leurs mains. Ah, ça, c'est encore un autre aspect très intéressant, on va en parler. Effectivement, figurez-vous, je ne recommande pas à nos téléspectateurs de suivre cette pratique. Imaginez-vous que dans l'Antiquité, lorsqu'on prêtait serment, la Bible dit d'une façon pudique et je crois un peu euphémique, elle dit on met la main sur la cuisse de l'autre. Ainsi, Abraham demande à Eliezer de lui faire le serment qu'il ira chercher une fille dans son pays natal pour qu'elle épouse Isaac, et il demande qu'il prête serment en mettant sa main sur la cuisse. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que c'est un euphémisme et qu'on ne met pas le serment sur la cuisse. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça veut dire on jure par le pénis de l'autre. On jure sur sa propre descendance. D'abord oui, sur sa propre descendance, bien sûr. Mais l'autre aussi doit s'engager par son serment sur sa propre descendance. Est-ce que ce rite de mettre la main sur le pénis pour jurer se trouve ailleurs que dans la Bible? Non, pas à votre connaissance. Non, pas à ma connaissance. Alors, quel était le rôle de la circoncision dans les civilisations non juives? Civilisations anciennes, australiennes ou néolithiques? Parce que vous soutenez que la circoncision a précédé la Bible de longtemps, qu'elle existe dans des tas d'autres sociétés, notamment les sociétés africaines ou aborigènes, en Australie, etc. Et vous voulez pour preuve qu'on trouve beaucoup de silex et qu'elle se pratiquait avec un silex. Oui. Alors la pratique avec le silex ne montre pas forcément l'ancienneté du rite. Sans doute, oui, mais ce n'est pas une certitude, oui. Tout simplement parce que l'utilisation du fer pour pratiquer la circoncision crée des infections. Et donc, même si on avait déjà le fer, on utilisait un silex. D'accord. Maintenant, en Afrique, c'est vrai que la circoncision africaine n'a rien à voir, philosophiquement, avec la circoncision proche-orientale, je dirais, et plus tard juive, parce que tout simplement, elle est sexuée en Afrique. Il y a l'excision des femmes.
alors qu'au Proche-Orient et dans le judaïsme, il n'y a pas d'excision des femmes. Donc d'un côté... Pourquoi est-ce que ça modifie le rapport à la circoncision, le fait qu'il y ait l'excision? Parce que nous sommes d'un côté dans un rite de fertilité et de serment, un rite agricole. Dans l'autre, c'est-à-dire en Afrique, on est plus dans un rite de définition de la masculinité et de rendre le masculin plus masculin et le féminin plus féminin. Vous ne nous avez pas expliqué jusqu'à présent, parce que ça revient constamment dans votre livre, le rapport entre la circoncision et la fertilité, pourquoi c'était même un rite agraire quelque part, que ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Alors, il y a beaucoup de pratiques aussi ailleurs, où le sang de la circoncision est versé sur les champs, pour fertiliser les champs. Ah oui. On appelle ça le rite du mil, pour être certain de la fertilité des champs. Le mil, vous l'écrivez comment? Comme le millet. C'est ça. Voilà, le millet. C'est des céréales. On pourrait croire qu'on fait ça 1000 fois. Les céréales. D'accord. Donc un rite agraire. Un rite agraire. L'autre point que je trouve assez important, c'est celui de... J'aimerais vous donner l'exemple d'Ougarit. Ah oui. Ougarit, qui est une ville phénicienne, entre guillemets, qui a disparu au XVe siècle, avant notre ère, qui est en Syrie, actuellement en Syrie du Nord. Dont on a beaucoup de vestiges, parce que ça fait partie, on peut dire, de la proto-histoire, presque des Sémites en tout cas. Tout à fait. Les Sémites, c'est en Syrie, et qu'il existe une langue qui s'appelle l'ougaritique, donc c'est une ville qui est très connue. Or là, on trouve ces rites. Alors, on trouve une mythologie qui se rapproche, par certains aspects, de la pensée biblique. Il y a l'exemple de El, du dieu El, qui est le dieu du ciel, qui donnera plus tard, comme on le sait, Elohim, etc. Et ce dieu a une histoire. Ce dieu a une petite histoire, c'est qu'il n'arrive pas à féconder ses femmes. Et donc on va pratiquer un rite de l'émondement du pied de vigne. Ce rite d'émondement du pied de vigne va lui permettre à lui, ensuite, de pouvoir fertiliser ses femmes. Oui, vous écrivez que c'est une forme de circoncision, enfin, disons, par procuration. Bien sûr, ou symbolique, ou mythologique, sans doute, oui, bien sûr. Mais il y a d'autres histoires de circoncision avec le dieu Horus dans l'Orient ancien. Des dieux qui sont soit circoncis, soit castrés. Puisqu'avec le dieu, il y a l'histoire de la castration. La castration, c'est vraiment totalement séparé de la circoncision. Les Romains pensaient le contraire. Les Romains faisaient l'amalgame. Voilà. Les Romains, à un moment, ont interdit la circoncision parce que c'était considéré comme une castration. On n'a pas le droit, dans la loi romaine, de castrer les esclaves. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que ça enlève de leur valeur marchande. Un esclave castré ne peut pas se reproduire. Donc c'est une perte sèche, y compris la TVA. C'est un mauvais produit, etc. Oui, mais c'était une tentative d'Adrien d'interdire la circoncision. Adrien a voulu interdire la circoncision. D'ailleurs, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle vous écrivez qu'il y avait une grande haine chez les Romains et chez les Grecs pour la circoncision? Est-ce que c'est uniquement à cause de son aspect castrateur? Non, par l'aspect du prépuce, par l'importance, à partir d'Antiochus IV Épiphane, que l'on va donner à l'ablation du prépuce. Chez les Grecs, le prépuce est un signe de virilité. La longueur du prépuce est proportionnelle à la virilité du héros. Si dans des représentations d'Achille ou de Patrocle, ils ont des prépuces de 25 cm et des tout petits pénis. Voilà. Il ne faut pas le dire trop, parce qu'il y a des fantasmes dans toutes les sociétés. Là, dans la société contemporaine, il y a un fantasme sur la longueur du pénis, et tous les sexologues ont écrit que ce n'est pas ça qui est véritablement important. C'est ce que disait Aristote à l'époque. Il disait que plus le pénis était court et plus il était fertile. Ce qui comptait, c'était donc la longueur du prépuce. Pourquoi? Parce que les Grecs sont dans une logique de métamorphose. Ils ne sont pas dans une logique de procréation. C'est-à-dire que les femmes, comme les hommes à travers les femmes, les dieux se reproduisent pas forcément par un acte sexuel, mais par une métamorphose de soi-même en un autre soi-même. Bon. Alors que dans la pensée juive et la pensée proche-orientale en général, eh bien, il faut l'homme et la femme. Et donc on est dans un acte de procréation. Donc la valorisation est totalement différente du rite.